Bonsoir à tous les Wicideurs. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live startup sur Wicid. Ce soir, on accueille les dirigeants de Myriad et de Quattrocento. Ici, dans nos bureaux, on a Luc et David qui se présenteront un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et à distance depuis Paris, Bertrand qui se présentera aussi. Pour les moins habitués au live, je vous rappelle le déroulé des trois quarts d'heure qui vont arriver. Pendant 15-20 minutes, ce sera Luc qui présentera l'activité de Myriad. Et ensuite, on enchaînera comme d'habitude avec la séance de questions-réponses. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser depuis l'onglet Q&A qui se situe en bas de votre écran. Et ensuite, Luc, David et Bertrand se chargeront d'y répondre avec plaisir. Messieurs, on va peut-être faire un petit tour de table avant de commencer. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle. Donc moi, je suis Luc Talini, je suis le directeur général de Quattrocento et l'actuel directeur général de Myriad. Donc moi, je suis David Poisat, directeur technique de Quattrocento et l'actuel directeur technique de Myriad. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous de la communauté de Wicid tout au long des phases de vote et de collecte par le biais des commentaires. Et je suis ravi de pouvoir avoir l'occasion d'interagir de manière plus dynamique avec ceux qui auront la chance de pouvoir être avec nous ce soir et ceux qui nous verront également en replay. Merci. Oui, bonsoir, Bertrand Fourquet. Donc, je suis le président de Quattrocento, donc je vous parle depuis Quattrocento. Et également, ce soir, je serai ravi de vous accompagner et de vous apporter les réponses que vous souhaitez. Ok, merci à tous les trois. On va passer à la présentation. Alors, on va commencer au début. Hop. Luc, je vous laisse la main pour la présentation. Alors donc, on va vous parler donc de Myriad et répondre à vos questions sur Myriad. Donc Myriad, c'est un produit, le Vidéodrop, qui est un appareillage qui permet de compter les virus. Alors, première chose, pourquoi faut-il compter les virus? Donc on est dans le cadre des thérapies cellulaires et géniques, dont on parle beaucoup dans la presse depuis quelques mois, voire quelques années, parce que c'est un très grand espoir pour beaucoup de maladies, notamment les maladies génétiques, et puis pour lutter contre le cancer. Sur le slide que vous avez ici, on a illustré une des façons d'opérer des thérapies. Là, c'est ce qu'on appelle la méthode des CAR-T-cells, qui est utilisée pour lutter contre certaines formes de cancer. Donc l'idée, c'est, ce qui est schématisé ici, c'est un patient qui a un cancer. Et donc, on va extraire ces cellules immunitaires, c'est ce qu'on voit, les petites choses en haut à gauche, les lymphocytes, qu'on va modifier génétiquement pour les rendre agressives contre la tumeur. Et une fois qu'elles ont été modifiées génétiquement, les réinjecter pour que, effectivement, ces lymphocytes se chargent d'éliminer la tumeur. Le point clé, c'est comment on modifie génétiquement ces cellules immunitaires. On le fait en utilisant très souvent un virus qui est illustré par la forme bleue, qui va venir injecter son ADN dans le lymphocyte pour le modifier. Souvent, c'est des lentivirus qui sont utilisés, qui sont d'ailleurs de la famille des HIV. Donc ici, le médicament, en quelque sorte, c'est le virus. Donc donner la dose du médicament, c'est être capable de compter les virus. Et les virus, ce que ça a de particulier, c'est que c'est très petit, c'est une nanoparticule qui fait entre 50 à 100 nanomètres. Donc on ne peut pas la détecter avec des techniques classiques d'optique, d'où l'intérêt de faire autrement. Alors, petite précision sur la façon dont on fabrique ces virus. Alors, on parle plutôt de vecteurs viraux parce que ce n'est pas vraiment des virus, ils ne peuvent pas se reproduire dans les cellules, hein, ils peuvent juste injecter leur ADN. Ils ont été modifiés pour ne pas se reproduire. Et donc, il y a des usines de production de ces vecteurs de virus. Donc, nous, on travaille avec une de ces usines, qui est une société qui s'appelle Aratinga, qui est basée à Villejuif, et qui développe des lentivirus pour faire des essais cliniques justement sur le cancer. Et le schéma qu'on a à gauche, c'est la façon dont fonctionne la ligne de production. Je ne vais pas détailler, mais c'est une succession d'étapes de production, de filtration, de purification. Et en fait, aujourd'hui, cette fabrication prend 4 semaines. Elle coûte 500 000 €.
qui d'ailleurs explique le coût des traitements qui arrivent sur le marché. Et finalement, le contrôle qualité, c'est le cercle rouge en bas. Le seul véritable contrôle qualité, c'est vraiment à la fin. Donc, ils travaillent quasiment en aveugle pendant 4 semaines. Donc, si le batch n'est pas bon, il faut recommencer. Donc, lorsqu'on discute avec l'équipe d'Aratinga pour leur demander les points où il serait intéressant d'avoir une technique pour contrôler en ligne, bah, c'est les points qui apparaissent. Là, il y en a 8 points pour lesquels on pourrait mettre un vidéo drop pour contrôler la quantité de virus et bien suivre la chaîne de production. Il y a même un 9e point qu'on voit après le contrôle qualité qui est en bas, qui serait à l'hôpital une fois que les batchs arrivent pour les vérifier avant qu'on les injecte aux patients. Donc, il y a un vrai besoin pour développer un outil de contrôle in-process de ces bioproductions, au moins en 8 points sur les chaînes de fabrication. Alors maintenant, la société Myriad en quelques mots. Donc, Myriad est née en fin 2017, décembre 2017, et elle est née du partenariat entre Quattrocento, donc il y a un company builder basé à Paris, spécialisé dans les équipements pour les sciences vivantes. L'organisme Paris Sciences et Lettres qui fédère toutes les institutions de recherche du centre de Paris, comme l'École normale supérieure ou le SPCI, et l'équipe scientifique. Alors justement, un petit topo sur l'équipe scientifique. Donc l'équipe scientifique, c'est Martine et Claude Bocara, qui sont frères et sœurs. Et le projet est né au départ de l'expédition Tara Océan, dont le bateau est actuellement d'ailleurs amarré à Paris en ce moment. Donc c'est ce bateau qui parcourt les océans pour récolter des échantillons d'eau dans le but notamment d'étudier l'impact du réchauffement climatique sur les populations, sur la faune et la flore dans l'océan et notamment sur les populations de virus. Martine était en charge justement de regarder l'impact de ce réchauffement sur les virus. Donc elle devait compter les virus dans beaucoup d'échantillons d'eau et elle n'était pas satisfaite des technologies standards parce que trop fastidieuses et pas assez rapides. Donc elle a demandé à son frère Claude, qui est un physicien spécialiste d'optique, spécialiste d'interférométrie, de lui faire une machine pour ça. Et donc c'est comme ça qu'est né le vidéodrop. Donc le vidéodrop, c'est ce qu'on voit ici hein, sur l'image de gauche, vue de face. En fait, c'est un microscope, un simple microscope que Claude a réussi à transformer en interféromètre. Donc pour expliquer un petit peu ce qu'est l'interférométrie, c'est illustré par le schéma au milieu. Donc on va déposer une goutte qui contient les nanoparticules, on va l'éclairer par le dessous. L'essentiel de la lumière va aller sur la caméra qui est au-dessus. Et une petite partie de la lumière va être diffusée dans toutes les directions par les particules, les nanoparticules. Et on peut montrer qu'il y a une interaction entre le signal incident de la lumière et le signal diffusé, qui lui aussi va sur la caméra. Et ce signal interférent qui est très très faible par rapport au signal incident, en fait, il faut développer un traitement du signal particulier pour le voir. Et c'est ce qui est illustré sur l'image de droite. Si on ne fait rien, on a la moitié gauche de l'image, c'est-à-dire tout est blanc. Et puis, lorsqu'on applique le bon traitement du signal, on voit apparaître des petits points qui illustrent les positions des particules. Donc, l'innovation, elle est dans la caméra et dans le traitement du signal de ce système. Alors maintenant, c'est quoi les caractéristiques du vidéodrop? En fait, ça mesure, ça permet de… Donc, les particules, on les voit à l'écran, donc on peut les compter. Donc, en les comptant, on peut remonter à la concentration. Et également, on peut les suivre parce que ces particules sont soumises à l'agitation thermique, au mouvement brownien. Et en mesurant leur vitesse de déplacement, on peut donner leur taille dans une gamme qui va de 30 nanomètres à 10 microns. Je vous rappelle que les virus qu'on cherche à détecter sont pile dans cette gamme en faisant entre 50 et 100 nanomètres. Pour cela, on n'a besoin que d'une goutte de 5 à 10 microlitres, donc une prise très rapide sur la chaîne de bioproduction et qui est négligeable par rapport à la production complète. On a le résultat en temps réel, c'est très facile à utiliser. Il n'y a pas de marquage, on n'a pas besoin de faire des étapes préparatoires de l'échantillon et il n'y a pas de purification, c'est l'échantillon tel qu'il est sur la chaîne de production. Donc ces 4 points font du vidéodrop un outil idéal pour le contrôle justement in-process des nanoparticules dans ces flux de bioproduction. Alors après, qu'est-ce qu'on peut détecter? Donc le premier segment d'application qui nous intéresse, le marché, c'est effectivement les virus, dans le cadre des thérapies géniques et cellulaires, je viens d'en parler. Mais c'est aussi le deuxième segment qui sont les bactériophages. Donc les bactériophages, c'est aussi des virus, mais des virus qui attaquent les bactéries et qui sont utilisés de plus en plus avec un renouveau de cette technique dans ce qu'on appelle la phagothérapie, qui est en fait une alternative aux antibiotiques. L'idée est simple, c'est on remplace les antibiotiques par un cocktail de phages pour détruire l'infection.
Dernier domaine, les vésicules extracellulaires. Donc, les vésicules extracellulaires, ce sont des petites vésicules qui ressemblent beaucoup à un virus, elles ont la même taille, à peu près la même composition, et qui sont produites par les cellules de notre corps lorsque nos cellules ne vont pas très bien. Notamment, elles sont très impliquées dans des maladies comme le cancer, de nouveau, le diabète ou beaucoup de maladies neurodégénératives. C'est encore au stade de la recherche, l'étude des vésicules extracellulaires, avec beaucoup d'espoir pour faire du diagnostic, mais aussi de la thérapie. Il y a des essais qui ont montré qu'on pouvait injecter des vésicules extracellulaires de cellules souches et réparer des lésions intestinales, par exemple. Alors, le marché des thérapies cellulaires et géniques, donc le domaine dans lequel on souhaite devenir un acteur, bon, c'est les chiffres à gauche. En 2018, il y a 8 milliards qui ont été investis dans ce secteur, avec plus de 700 essais cliniques en cours. Il y a aujourd'hui 7 traitements sur le marché, mais la FDA s'attend à ce qu'il y ait 40 thérapies approuvées d'ici 2022, et puis surtout un rythme d'approbation de 10 à 20 par an à partir de 2025, donc quelque chose d'assez énorme. Alors nous, là-dedans, on ne fait pas des thérapies cellulaires géniques, nous, on est acteurs, on fournit les pelles et les pioches, on fait du contrôle, et ça, c'est donc le secteur qui est décrit à droite, qui est le secteur de la production de vecteurs viraux, secteur qui est encore très émergent, qui fait quelques centaines de millions aujourd'hui, mais qui a un taux de croissance de 20%, puisque c'est les gens qui sont sur la gauche et qui font des essais viennent se fournir chez les producteurs de vecteurs viraux. On peut penser que ce marché va dépasser le milliard dans les prochaines années, d'ici 2025. Alors, qui sont les gens qui peuvent acheter le Vidéodrop? La demande, on a regardé les équipes de recherche publiques et privées qui s'intéressaient aux 3 secteurs que j'ai mentionnés. Donc, lorsqu'on regarde les publications dans les vecteurs viraux, on identifie près de 50 000 équipes de recherche. Les bactériophages, c'est 6 000 équipes. Les vésicules extracellulaires, c'est 20 000 équipes. Donc, au total, 80 000 clients potentiels, avec un modèle de revenu très simple à comprendre. Un Vidéodrop, aujourd'hui, on le vend 35 000 €, avec des services et des consommables associés. Et donc, lorsqu'on multiplie la demande par le prix, on obtient un terrain de jeu de 2,8 milliards d'euros pour les 10 ans à venir pour le Vidéodrop. En termes de concurrence, donc, il y a plein de techniques pour regarder les virus. Donc, il y a beaucoup de méthodes dites standards. Elles sont décrites là. Je ne vais pas y revenir puisque justement, c'était le constat de Martine Bocara. Ces techniques ne sont pas du tout intéressantes pour compter rapidement des virus. Par contre, on a, ce qui est décrit en bas à gauche, 3 compétiteurs qui sont assez présents. Donc, Particle Metrics, qui est une entreprise allemande, et Malvern, une entreprise anglaise, qui ont une technique qui s'appelle le nanotracking analysis, qui se rapproche beaucoup de notre technique. Et puis, une société néo-zélandaise qui s'appelle Eison, qui a un système qui s'appelle le Q-Nano, qui est en fait un nanopore dans lequel on va faire passer les particules une à une pour les compter. Donc, lorsqu'on essaie de savoir quels sont les points forts de notre technologie, c'est le positionnement qui est à droite. Et donc, les points sur lesquels on pense faire mieux que nos 3 concurrents, c'est d'abord la facilité d'utilisation. La manip se fait en 40 secondes sans calibration, où les autres mettent 15 à 20 minutes pour lancer la machine. Le temps réel, effectivement, on peut suivre le process tout le long, et l'absence de purification qui fait qu'on travaille sur les échantillons sortis de la ligne de production. Donc, de nouveau, on insiste là-dessus, c'est vraiment l'outil idéal pour le contrôle in-process des bioproductions. Un petit état d'avancement de Myriad. Donc, aujourd'hui, en mars 2020, on a une équipe de 6 personnes. On devrait être une dizaine d'ici la fin de l'année. On renforce notre R&D, bien sûr, mais surtout, on commence à mettre en place l'équipe de vente avec un lancement qui s'est fait de l'appareillage le 14 octobre 2019, et on a déjà 4 ventes, 3 en France et 1 en Finlande. On a déjà investi à travers Quattrocento 1,4 million d'euros pour arriver à ce stade de développement, et la levée de fonds en cours sur laquelle, grâce à WeSeed, on espère de pouvoir compléter, est de 1,1 million d'euros. On a eu 5 prototypes en test pendant 12 mois chez 5 utilisateurs, dont la société Ratinga, qui ont permis d'avoir les premiers retours là-dessus. Et on a 2 brevets qui sont déposés pour protéger la technologie. Alors, la vision de l'entreprise qu'on a, en fait, on aimerait que le Vidéodrop devienne vraiment une technologie de référence pour la détection des nanoparticules biologiques.
On a déjà une V2 en tête qui sera encore plus orientée contrôle qualité que le système actuel qui reste encore un système de R&D. On envisage que la société soit assez rapidement à l'équilibre d'ici 2-3 ans. On aimerait bien un parc installé de plus de 150 machines d'ici 2024. Et bien sûr, en fait, des nanoparticules, il y en a partout. On regarde de très près les secteurs de l'environnement et de l'alimentaire, notamment. On est dans un consortium industriel à ce sujet, porté par un gros industriel français pour travailler sur la qualité alimentaire du label bio. Et nous, on sera en charge de la détection des nanoparticules dans l'alimentaire. Voilà pour présenter en quelques mots Myriad. Et donc, maintenant, on est ouvert aux questions de tout le monde. Ok, merci pour cette présentation. On va arrêter le partage d'écran. Donc, avant qu'on commence à répondre aux premières questions, je vous rappelle que si vous désirez poser votre propre question, il suffit de cliquer sur l'onglet Q&A qui se situe tout en bas de votre écran. Et ensuite, on se chargera d'y répondre. Donc, on va peut-être commencer par la première question qui a été posée par Livio. Donc, je vous la lis, messieurs. Bonjour, comment calculez-vous le ROI d'un investissement de 35 000 € pour un laboratoire? Quelle est la taille ou l'activité minimale d'un laboratoire pour qu'il rentabilise un investissement aussi conséquent? Tu peux répondre? Oui, tu peux. Oui. Alors, pour un laboratoire de recherche, en tout cas les laboratoires de recherche qu'on vise, c'est pas un investissement conséquent. C'est même plutôt un investissement assez classique pour de l'équipement. Si je dois citer le prix des technos concurrentes, c'est plutôt 80 000 € pour le NTA. Et puis pour le Q-Nano, c'est à peu près le même prix. L'autre chose que je peux te dire, c'est qu'en tout cas en France, dans les appels d'offres, pour qu'il y ait un appel d'offres, la barre aujourd'hui est à 25 000 €. Voilà, pour vous situer un petit peu en dessous de 25 000 €, c'est même pas très élevé. Donc c'est plutôt un prix assez classique. Si tu as un microscope, c'est à peu près le prix d'un microscope, par exemple. Ok. Ensuite, on va enchaîner. Alors, on a un visiteur, Adrien, qui a plusieurs questions. La première, donc il avait posé avant que vous présentiez la slide en question. Donc, avez-vous déjà réalisé des ventes? Ça, vous avez répondu. Vous pouvez peut-être préciser le nombre, les clients, si c'est pas confidentiel. Oui, on peut préciser. Alors, en fait, les ventes qu'on génère aujourd'hui sont issues d'une démarche active de démonstration de prêt et mise en place depuis le lancement commercial du produit pour gagner en notoriété sur la technologie. C'est aussi tout le travail qu'on a mené avec nos bêta-testeurs pendant les 12 mois qui ont précédé le lancement commercial du Vidéodrop. Et aujourd'hui, on a 4 ventes qui sont fermes, 3 auprès de laboratoires académiques et 1 auprès d'un laboratoire plutôt privé en Finlande, chez qui, et d'ailleurs, on avait fait la démo au début d'année et qui a concrétisé son achat très récemment. Et après, on suit le programme de prospection qui est le nôtre pour cette année-là, qui va être fait de démonstrations, de prêts, de congrès, pour encore une fois, comme je disais juste avant, gagner en notoriété et surtout poser les bases de ce qui donnera lieu aux premières publications dans 12 mois sur l'utilisation que les gens feront du dispositif. Et pour les plus assidus d'entre vous, si vous suivez les news qui sont publiées assez régulièrement par les dirigeants, vous verrez plusieurs démonstrations sur les dernières semaines. Oui, on a tout un plan de démonstration. Donc, on a fait quasiment toute l'Europe, puisqu'on a fait l'Allemagne, on a fait l'Angleterre, la France. On est en Suisse cette semaine et on était aux États-Unis il y a un mois. Donc, c'est un vaste plan de démonstration qui se met en place chez nous et qui permet comme ça de susciter l'intérêt de toutes les communautés, qu'elles soient nationales ou internationales. Et je dois préciser que donc, depuis le début de l'année, on est en moyenne entre 2 et 3 démonstrations par semaine, chez nous ou chez des clients potentiels. Ok.
Ensuite, une autre question d'Adrien. Donc là, il s'interroge plutôt sur le modèle économique. Donc la question est la suivante. Quels sont les services annexes que vous proposez? Quel est le modèle économique associé? Tu veux répondre? Vas-y, je complète. Donc, les services associés, ben, c'est du SAV, c'est du contrat de maintenance, et puis on a une partie consommable hein, qui démarre, hein, puisqu'on est au tout début, voilà, sur laquelle on croit beaucoup. Bon, avant que le consommable représente quelque chose en termes de financement, il faut une base installée, mais on croit beaucoup. Il y a aussi toute une partie logicielle qui va se mettre en place, puisque l'interprétation des résultats va sûrement exploser puisqu'il y a beaucoup de secteurs différents. Et donc, il y a sûrement des choses à faire sur cette partie-là aussi, sur la partie logicielle, la possibilité de vendre des applications très orientées selon les demandes. Pas la même chose de compter des phages pour la gothérapie ou d'aller travailler sur des vésicules extracellulaires. Ok. Et la troisième et dernière question d'Adrien. Les brevets ont-ils été acceptés? Voilà, c'est plus dans le sens publié. Alors, j'ai pas le tableau sous les yeux. Donc, le premier brevet qui a été déposé maintenant il y a un peu plus de 2 ans, il est déjà délivré aux États-Unis. Il est en phase nationale ailleurs. Je crois qu'on a mis un tableau sur le site. Le deuxième brevet, on vient juste d'avoir le premier retour, puisqu'on a fait un dépôt en France, et donc il faut qu'on réponde là, à l'Office européen français, et on lance une PCT. Donc là, non, pour l'instant, on n'a pas sur le deuxième. Le premier, oui, est déjà délivré aux États-Unis et en France. Ok. Maintenant, on a une question de Patricia qui se demande si c'est possible de marquer les particules avec votre technologie afin de prouver que les particules détectées sont bien des particules virales produites et non pas des contaminants viraux. Alors, aujourd'hui, non. Non, justement, on a fait un système sans marquage, mais dans le programme R&D qu'on a avec le laboratoire d'origine, on va essayer de rajouter de la fluorescence sur le système pour justement pouvoir à la fois voir nos particules sans marquage et les voir en fluorescence. Et on travaille aussi sur des méthodes de marquage utilisant des métaux, puisque les métaux comme l'or, hein, c'est très simple, n'ont pas la même signature interférométrique que les particules. Donc c'est une piste importante de la R&D en fait, de regarder ça. Ok, merci. On va continuer avec une question de Bernard. À ce jour, quel est le pipe commercial sur l'année 2020 en nombre d'appareils de vidéodrop? Alors l'objectif qu'on s'est donné, c'est de vendre 14 appareils cette année. Aujourd'hui, alors c'est compliqué le pipe commercial. Aujourd'hui, on doit avoir, depuis le début, on a fait plus d'une trentaine de démos. Sur les démos qu'on a faites, le taux de conversion, c'est les plus anciennes, et de 1 sur 2. On compte maintenir cette cadence jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, c'est une petite idée des objectifs. Donc deux démos par semaine jusqu'à la fin de l'année, ou sur 40 semaines. On espère en avoir converti la moitié et on sera content si on fait 14 ventes. Ok. On va enchaîner avec une question sur la concurrence. Donc tout à l'heure, vous avez présenté, envoyé un graphique avec les différents critères, comment se positionnait le vidéodrop et les deux principaux concurrents. Donc une question liée à ça. Par rapport à la concurrence, y a-t-il une marge de manœuvre pour améliorer à l'avenir le coût à la mesure? Moi, je suppose que c'était sur le diagramme, sur le graphique en question. Alors, on a peut-être déjà des éléments de réponse sur le fait que l'un des avantages majeurs du vidéodrop aujourd'hui en termes d'utilisation, c'est sa rapidité. Donc la marge de manœuvre, en fait, elle est déjà très en faveur du vidéodrop pour le coup à la mesure, puisque les retours principaux qu'on a des démonstrations sont que la quantité d'échantillons qui peuvent être passés en mesure sur un vidéodrop par rapport aux autres technologies concurrentes est drastiquement plus élevée. Il y a presque un facteur 10 sur une demi-journée entre ce qu'on est capable de faire avec une machine actuelle et ce qu'on est capable de faire sur le vidéodrop. Donc, ne serait-ce qu'en flux, on va dire, d'échantillons,
on est déjà dans un gain pour l'utilisateur qui est très important. Et je rajouterais que aujourd'hui on passe les échantillons un par un choix qu'on a fait parce qu'on est au démarrage. Il n'y a pas de difficulté technique en faire un consommable qui permette d'en passer 8, 16, 32, 64. Ce qui rejoint d'ailleurs la question précédente sur le modèle économique, puisque Luc disait qu'on travaillait dans le programme R&D à développer des types de consommables qu'on pourrait ensuite associer au dispositif. C'est typiquement un exemple où on pourrait augmenter le volume ou le débit de mesure grâce à un consommable plus intelligent que celui qui est aujourd'hui. Et c'est des choses qu'on inscrit au programme R&D des prochaines années. Ok. Et du coup, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, on a une question. En quoi vont consister les améliorations de la prochaine version de Vidéodrop? Alors, la première chose, c'est d'améliorer la reproductibilité et la répétabilité des résultats avec un système qui soit plus orienté contrôle qualité. Donc, de devenir plus fiable, encore plus fiable sur les mesures. Il y a aussi, alors, ça, c'est vraiment le très concret, très ingénieur. Hein, c'est vraiment que l'ingénierie, c'est des manips, c'est des améliorations. Après, il y a quelque chose qui est un peu plus recherche, c'est qu'on aimerait améliorer la sensibilité de l'appareil pour descendre encore un petit peu en taille. Aujourd'hui, on a 30 nanomètres. Donc, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de virus qui font plus que 30 nanomètres. Mais en dessous de 30 nanomètres, il y a un virus qui nous intéresse beaucoup, qui s'appelle le AAV, 2A, 1V, parce que c'est un virus qui est énormément utilisé en thérapie génique. Et aujourd'hui, il n'y a aucune technique optique pour le voir. Et donc, les gens qui font du AAV, comme par exemple le Généton, seraient très intéressés d'avoir une technique pour pouvoir contrôler en ligne leur système. Donc, on va faire des efforts pour gagner en sensibilité. Donc, ça, c'est beaucoup sur l'illumination, essayer d'avoir plus d'illumination, et sur la détection aussi. D'accord. Ok. On va continuer. Là, on a une question plus sur la relation entre Quattrocento et Myriad. Donc, comment va évoluer le rôle de Quattrocento pour Myriad? Bertrand? Et une autre question, Ouais. dans le prolongement, Bertrand, avant que vous répondiez, une autre question d'Adrien qui est un peu liée à ça. Je comprends que vous travaillez pour Quattrocento et Myriad. Allez-vous passer la main ou serez-vous à 100% sur le projet prochainement? Alors, un petit mot sur le modèle de Quattrocento. Donc, au démarrage des projets de la filiale, c'est donc Quattrocento qui lance la filiale. Et Quattrocento est associé dans la filiale avec l'équipe des chercheurs. Et à ce moment-là, ce sont les personnes de Quattrocento qui vont mener, en collaboration avec les chercheurs, les développements jusqu'à obtenir un produit. Et donc, sur le projet Myriad, Luc et David ont naturellement assumé donc, tous les développements jusqu'à l'industrialisation du Vidéodrop. Schématiquement, à partir du moment où l'appareil existe, et donc il y a eu un dérisquage et de la technologie et du produit, on va se lancer dans la phase de déploiement commercial qui nous occupe aujourd'hui. Et à ce moment-là, on va commencer à recruter les équipes propres dans la filiale pour mener à bien cette phase. Donc, la première personne qui a été recrutée, c'est le directeur des opérations. Et puis également, on est en train maintenant de renforcer la force commerciale. Et puis, bien entendu, on est toujours dans nos développements technologiques. Et donc, on va dire que c'est un modèle où progressivement, on mène les recrutements et au fur et à mesure des recrutements, eh bien, ce qu'on assumait nous, Quattrocento, eh bien, finalement, on le transfère à la filiale. Et l'objectif, c'est que, on va dire, d'ici 24 mois, la filiale soit dotée de sa propre équipe et qu'à ce moment-là, Quattrocento ne soit plus opérationnel. Ok, merci Bertrand. D'ailleurs, si vous voulez retrouver plus d'informations sur le recrutement du directeur opérationnel, il y a une news qui avait été publiée à ce sujet-là. Et sur les futurs recrutements, il y aura certainement des news dans les semaines qui arrivent. Donc, on va enchaîner avec les questions. Donc là, il y a la question suivante. Le comptage des virus est-il effectué par un opérateur ou est-il automatique? Alors aujourd'hui, il est effectué par un opérateur.
Il pourrait devenir automatique, mais non, aujourd'hui, il est fait par un opérateur. Donc l'opérateur, ce qu'il fait, hein, c'est récupère avec une micropipette, il prend 5 microlitres de l'échantillon, il le dépose dans la micro-cuvette sur le vidéodrop, et il lance la machine qui fait la mesure en 40 secondes. Vous pouvez d'ailleurs avoir une démonstration du protocole de mesure sur notre site internet ou même sur la page de WICID, puisqu'il y a une vidéo qui illustre de manière assez concrète la façon dont se déroule la prise d'un échantillon, la mise en prise de mesure sur l'appareil et l'affichage des résultats liés à la mesure. Le tout en moins de 40 secondes aujourd'hui. Ok. Et une question un peu liée à la précédente. Avez-vous déjà envisagé d'utiliser du machine learning pour la détection des particules virales? Dans quelle mesure est-ce que cela pourrait vous aider? Quelles limites? Oui, ça fait aussi partie du programme de R&D. On n'a pas beaucoup commencé parce qu'on n'a pas beaucoup de data. Hein, pour faire du machine learning, il faut du data. Alors oui, sur la partie reconnaissance de la forme de l'interférence, en fait, on n'a pas d'image ici, mais si on vous mettait des particules de métal d'un côté et puis de l'autre côté des virus, à l'œil, vous verrez une différence. Donc on croit beaucoup à cette partie-là. Oui, on a comme projet de mettre en place une collaboration scientifique avec un de nos laboratoires de recherche partenaires à ce sujet. Mais d'abord, il faut faire une database avec des données. Mais bien sûr. Ok. Ensuite, une question plus liée aux avantages du vidéodrop sur vos concurrents. Est-ce que vous pouvez préciser ces avantages en question, les éléments différenciants? Alors, je vais répondre par un exemple. En fait, les gens qui sont souvent le plus convaincus de l'intérêt du vidéodrop, c'est les gens qui utilisent les appareillages de nos concurrents, en fait. Non pas parce que ça marche mieux, mais parce que vraiment pour les aspects où ça va plus vite, c'est très intéressant. Alors, ceux qui ont déjà utilisé les autres appareillages voient bien l'intérêt. Et en fait, on se rend compte que le positionnement dans lequel on est le mieux situé par rapport à toutes les techniques qui existent, c'est en première intention. Lorsque un utilisateur, un chercheur dans le public ou un chercheur dans le privé, dans une entreprise qui est en train de mettre au point un vecteur viral, lorsqu'il a besoin de savoir ce qu'il y a dans son tube avant d'aller faire d'autres techniques, la microscopie électronique, la mise en culture, les gens qui ont notre système, maintenant le premier réflexe qu'ils ont, c'est de passer sur notre système. Donc c'est vraiment un système de première intention, c'est sa rapidité qui fait la grosse différence. Ok. Et la facilité aussi, comme on l'a expliqué David. Ouais, bah si on peut redire un peu des choses de manière un petit peu différente sur la base d'exemples, les bêta-testeurs chez qui on avait installé les machines ont souvent connu beaucoup d'engouement justement à l'utilisation de la machine vis-à-vis de cette facilité d'utilisation. C'est pas seulement la personne qu'on avait formée à l'utilisation du dispositif qui l'utilisait, c'est aussi tous ses collaborateurs qui venaient passer des échantillons parce que c'est facile, parce que en quelques heures d'explication, c'est se servir du dispositif et parce que on peut comment dire avoir le bénéfice d'un résultat immédiat. Moi, je fais souvent le parallèle avec la photographie, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont passés à la photographie numérique parce qu'ils avaient un résultat instantanément sous les yeux et ils pouvaient changer leur réglage et refaire la photo. Ils étaient sur le site, donc ils profitaient du fait d'être sur le site pour instantanément améliorer et régler leurs paramètres. Alors que l'argentique avait cette difficulté qu'il fallait d'abord bien connaître son matériel, bien connaître son environnement et attendre le résultat final au développement dans la chambre noire. Le vidéodrop, c'est un peu ça. Ça amène cette instantanéité de retour sur un résultat qui est nécessaire pour tout un tas de mises au point, d'amélioration, d'ajustement. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui de notre dispositif et qui crée parfois même cet effet un peu waouh qu'on a en démonstration et qui nous motive d'autant plus pour la suite. Ok, merci. Comme on se rapproche de la fin de ce live, on va peut-être prendre une dernière question liée à la dernière slide de votre présentation. Quels sont les domaines d'application pour le futur
pour le vidéo drop ou une nouvelle version du vidéo drop? Donc là, les 3 domaines, on a décrit, on y croit beaucoup, c'est des domaines en plein développement, donc je les rappelle. Donc c'est tout ce qui est vecteurs viraux pour les thérapies cellulaires géniques, tout ce qui est phage pour la phagothérapie et le domaine des vésicules extracellulaires. Mais effectivement, je l'ai signalé, on pense que l'appareil peut devenir une techno de référence pour la détection des nanoparticules. Et à ce sujet, on s'est rapproché du LNE, du Laboratoire National d'Essai, pour intégrer la plateforme qu'ils sont en train de monter. David, tu peux peut-être en dire un mot. Oui, donc le contexte réglementaire sur les nanoparticules est en pleine effervescence. On parle beaucoup de contrôle sur les nanoparticules dans l'agroalimentaire, sur les dispositifs médicaux. Les normes et les réglementations sont en train d'évoluer dans un sens où on se doit de définir ce qu'est une nanoparticule et comment s'assurer de sa présence, de sa non-présence ou de sa qualification en termes de seuil de présence. Et tout ça fait que aussi bien les industriels du monde du vecteur viral ont besoin d'outils pour réaliser ces contrôles, et bien les acteurs du monde environnemental, agroalimentaire, médical vont avoir aussi besoin de trouver, avoir accès à des mesures qui sont validées et authentifiées par des organismes de certification. C'est un secteur sur lequel on est très vigilant parce que c'est des secteurs qui mettent du temps à se mettre en place, mais on a déjà pris des contacts pour être un acteur en lien avec ces parties prenantes. Je compléterai également beaucoup par le projet qui nous concerne à très court terme avec cet industriel de l'agroalimentaire qui va essayer de s'assurer de mettre en place un protocole de qualification de la nourriture biologique. Bon, c'est encore un programme dans lequel on est sollicité pour être un fournisseur de services, un prestataire sur lequel on pourrait technologiquement apporter une réponse sur un premier panel d'échantillons. Donc voilà, c'est un peu ça la trame des applications futures qui se dessinent pour Myriad au-delà des particules biologiques, même si effectivement aujourd'hui on est très concentré et très focus dans nos développements sur les vecteurs biologiques parce que le boom marché il est là et les autres domaines mettent un peu plus de temps à se mettre en place. Voilà. Ok. Merci à tous les 3 pour votre présentation, pour les réponses. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on clôture? Bertrand, tu veux dire quelque chose? Écoutez, nous, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est très, très, très excités par ce très beau projet, qu'il rencontre de la part des utilisateurs une forte sympathie, je dirais. Et donc, voilà, ça nous motive pour aller un petit peu plus loin. J'espère avec vous. Voilà, merci à tous les 3. Juste quelques petits rappels sur la suite. Donc là, au niveau du montant collecté, on est à peu près, on va bientôt atteindre le 50% de l'objectif en moins d'1 mois. Donc je vous invite à suivre l'espace commentaire, les futurs commentaires qui vont avoir lieu sur la plateforme, à suivre surtout les différentes news qui seront publiées dans les semaines qui arrivent. Et si vous avez d'autres questions à l'issue de ce replay ou à l'issue de ce live, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire comme vous avez l'habitude. Et les dirigeants de Myriad de Quattrocento se chargeront d'y répondre. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà participé à la collecte, tous ceux qui vont soutenir ce projet, son essor. En tout cas, ils peuvent compter sur notre motivation, notre enthousiasme et notre atteinte des engagements qu'on a avec WICID aujourd'hui en tant que partenaire sur ce projet-là. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous et à bientôt pour un prochain live sur WICID.